Alain Roche est là. Monsieur Alain Roche, je vous admire, donc j'ai vraiment un grand plaisir d'être avec vous maintenant. Si vous voulez venir. Jean-Philippe, un grand merci en tout cas. Merci à vous. Et on va accueillir maintenant Alain Roche, Thomas Benzazon. Bonjour Alain. Ouais, toi. Et un grand merci aussi à celui sans qui on ne serait pas là, Mohamed Kodja. Assieds-toi. Viens. Mets là, Alain Roche ici. Bonjour. Mets-toi là, Alain. Tu restes debout? Assieds-toi. Assieds-toi. Je m'adapte. Mettez Alain assis. C'est un sportif. Ouais, ben moi aussi je suis sportif, je te dis je faisais des marathons, mais bon. Alors on y va, on est debout. Alors Alain, il représente tout ce que j'aime. Ah ouais. Alain, il représente tout ce que j'aime. Figurez-vous que je suis un footeux et que j'aurais aimé être international. J'avais le mental, j'avais pas le physique, j'avais pas la technique. Et quand je vois un international, un capitaine du PSG qui a gagné la Coupe d'Europe, des coupes, hein, Elle n'existe plus. elle n'existe plus, tant pis pour toi. Hein, tant pis pour toi. Mais moi, je suis comme un gamin. Je le regarde avec les yeux qui brillent, c'est parce que je suis comme un gamin. Et je suis heureux de partager avec toi ce moment sur l'optimisme. Alors on y va, c'est parti. Eh ben Nicolas a dit que sans Mohamed, on ne serait pas tous ici. C'est peut-être encore plus vrai pour moi parce qu'il y a une demi-heure, je ne devais pas être là. Et Mohamed est venu me voir, il m'a dit, est-ce que tu pourrais, pour un petit quart d'heure, animer une conférence sur l'optimisme? Donc vous avez 3 heures en 30 minutes. Donc vous me pardonnerez peut-être si je lis mes notes. Mais quand il m'a dit ça, il m'a dit, tu verras, ça va aller. Et ça tombe bien, j'y ai cru parce que je suis optimiste. Alors... Moi, en ce moment, je me fais une réflexion. Alors, est-ce que c'est la campagne présidentielle? Mais j'ai l'impression qu'on nous promet beaucoup de choses. D'ailleurs, en dehors de la campagne présidentielle, on nous promet une 5e vague. Alors, nous devons être optimistes. On nous promet un monde où l'étranger, l'autre, celui qui pense différemment de nous, est un danger. Alors, nous devons être optimistes. On nous promet aussi un monde, le métaverse, où on sera peut-être plus heureux dans un monde virtuel qu'à se voir, à se parler, à se toucher, à échanger. Alors, nous devons être optimistes. Alors, on va l'être, je crois. Ce que je peux vous promettre, c'est que cette conférence, cet échange avec nos 2 intervenants va radicalement changer votre vie. Là, tu nous mets la pression, là. Peut-être pas. Il y aura normalement un avant et un après cet échange. Et si j'y crois, si je le promets, c'est que je suis optimiste. Alors, Jean-Philippe Ackermann, du coup, je ne te présente pas, tu as eu l'occasion, mais merci d'être là. Alain Roche, Jean-Philippe t'a présenté, donc je ne le fais pas, on gagne du temps pour aller ensuite profiter du champagne tous ensemble. Mais néanmoins, j'aimerais savoir, et là je vais peut-être reprendre mes notes, mais je vais commencer avec une première question. Souvent quand on est optimiste, on dit qu'on vit dans un monde de bisounours. Est-ce que c'est le cas? Qui veut y aller? Y va. Oula, ça, je ne m'y attendais pas celle-ci. Je pense qu'être trop optimiste, il faut avoir un peu d'inconscience en soi. Mais l'optimisme permet d'avancer dans la vie. Je crois que ça ne se décrète pas non plus. Ça se crée, l'optimisme. Ça se crée à force de travail. Ça se crée aussi en... Ben, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous, et je ne me permettrai pas, mais en tout cas, de par ma carrière et de ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Donc, pour être optimiste, j'avais besoin de beaucoup travailler. Voilà, de beaucoup travailler, de me remettre en question régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a des périodes de doute dans une carrière de sportif, des blessures, des moments difficiles, parce que dans le foot, ça ne se passe pas toujours bien. On se rappelle toujours des bons souvenirs, mais il y a des périodes qui sont extrêmement difficiles. Et il faut se donner en tout cas des objectifs qui sont ambitieux, bien sûr, et réalisables. Mais à un moment, il faut qu'il y ait des signes aussi qui vous disent que ça va aller, que vous pouvez être optimiste. Et c'est ça le plus dur. Mais on peut se dire toujours, je suis en pleine santé, mes enfants vont bien, tout ça. Mais quand on est dans le travail, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas à se dire qu'on est en pleine santé. C'est qu'on a des objectifs, on a des responsabilités à avoir, des objectifs à donner à son patron aussi. Et c'est vrai que moi mes expériences, c'était le plus dur, c'était les blessures. Voilà. Parce que les périodes difficiles, vous vous accrochez à vos partenaires, et on a la chance de faire un sport collectif. Si vous n'êtes pas bien, vous avez toujours 10 mecs autour de vous qui peuvent vous accompagner et vous pousser. Mais les blessures, c'est des moments particuliers. Moi, j'ai vécu, alors je vais parler d'expérience, c'est quand même important, toujours mettre une image sur ce qu'on raconte. C'est
Quand j'ai arrêté au Paris Saint-Germain, je suis parti jouer à Valence en Espagne. La première année, c'est très bien passé. On a gagné la Coupe du Roi, on a été fêtés comme des champions du monde. Et la deuxième année, j'ai eu des gros problèmes de genoux, parce que j'avais été opéré des ligaments croisés, et j'avais un genou qui gonflait régulièrement. Exactement. Donc je me faisais ponctionner, je me rentraînais, je me faisais ponctionner, je me rentraînais. Et à un moment, quand ça dure 6 mois, vous avez beau être optimiste, qu'il fasse beau dehors, que vous en fassiez bien, eh ben, moi je ne le devenais plus. Je vais voir M. Saillant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un professeur extrêmement réputé en France sur la traumatologie et autres, qui me dit: Alain, je pense que ta carrière est terminée. Bon, là, l'optimisme, vous ne l'avez plus, excusez-moi, mais vous êtes plutôt même résigné. Et c'est vrai qu'il suffit des fois d'une rencontre. Je vous laisse après, mais je vais jusqu'au bout. Voilà, cette rencontre a été faite grâce à un médecin du club qui m'a dit: écoute, va à Barcelone voir un monsieur qui s'appelle Monsieur Cougat, qui m'a dit: écoute, il n'y a rien de particulier, voilà ce qu'on va faire. Et pendant un mois, j'ai travaillé. Et là, de rien, des signes positifs fait que le genou gonfle plus, que vous retrouvez du mental, et l'optimisme revient. Voilà. Mais c'est pas de se le dire simplement. C'est qu'à un moment, il faut des actes. Ouais. Et des fois, il faut des aides aussi extérieures. Et ça a été mon cas. Et même après, quand je me suis retrouvé au chômage à Bordeaux, c'est toujours pareil. C'est souvent des rencontres qui vous permettent de franchir des paliers et de regagner du moral. C'est Alain, le philosophe du bonheur par Alain Roche, Alain, qui a dit le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Tu as raison. Il faut avoir la volonté, face à un accident, de reprendre confiance en l'avenir. Parce que l'optimisme, c'est la confiance en l'avenir. C'est la confiance que dans cet avenir, moi, je vais pouvoir m'en sortir. Peut-être que ma carrière de footeux est finie, mais j'ai une autre carrière derrière qui va s'ouvrir. Et c'est sûr que c'est compliqué parfois quand on se dit: mince, c'était toute ma vie, il faut que je fasse autre chose. Ça m'est arrivé. Moi, je vais vous citer un exemple. Mon accident, ce n'était pas le genou, c'est que il y a 10 ans, j'ai fait un mauvais placement. J'ai fait un placement chez M. Madoff. J'ai perdu tout. J'avais plus d'argent, je vous assure que c'est vrai. Et quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de revenus, tu n'as plus de capital, tu te dis quoi là? Tu te dis, bon, soit je suis pessimiste de toute façon, je ne vais pas m'en sortir, soit au contraire, merci l'univers, il va m'apprendre quelque chose. Et donc, j'ai fait des choses extraordinaires. La première chose que j'ai dit à ma femme, c'est: j'ai dit, ne me dis pas, on n'aurait pas dû. C'est trop tard. C'est fait. Je peux pas revenir sur le passé. Donc elle me dit: mais t'es sûr que... Ne me dis pas qu'on n'aurait pas dû. Et puis après, ce que j'ai fait, et il a raison, Alain, il faut des gestes. Ce que j'ai fait, c'est que pour me remonter le moral, tous les jours, j'ai créé le cahier des bonnes nouvelles. Alors c'est bébête, hein. Mais le cahier des bonnes nouvelles, parce que vous savez, souvent la mauvaise nouvelle, c'est l'arbre qui cache la forêt des bonnes nouvelles. Et le cahier des bonnes nouvelles, c'est que tous les soirs, j'écrivais la bonne nouvelle de la journée. Et au début, j'avais 3 lignes. Hein. Un oiseau qui chante, bonne nouvelle. Le soleil, bonne nouvelle. Un coup de fil sympa, bonne nouvelle. Et petit à petit, tous les jours, je m'apercevais que j'avais de plus en plus de bonnes nouvelles. Comme tu allais voir le médecin, il t'a soigné, bonne nouvelle. Il t'a guéri, il t'a remis sur pied, bonne nouvelle, etc. Et derrière, je me suis dit, mais puisque j'ai tout perdu, je suis libre. Et c'est Marx qui dit. Marx dit la propriété et l'aliénation de la liberté. Et là, j'avais plus rien. Donc j'étais libre. J'ai dit à ma femme: on va faire des trucs qui nous plaisent. Je lui ai dit: qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle me dit: moi, je voudrais faire le soutien scolaire. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Elle est à Monaco. Elle a un succès fou. Et moi, je lui ai dit: mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé parler, etc. J'aimerais faire des conférences. Et c'est comme ça que je suis devenu conférencier. Si je n'avais pas eu cet accident-là, je ne serais pas en face de vous. Quel dommage pour moi. C'est ça l'optimisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas une relation à faire entre le stoïcisme et l'optimisme? C'est-à-dire, dans ce que tu expliquais, le fait de mettre de côté ce sur quoi on n'a pas la main. Tu n'as pas la main sur l'argent qui est parti, tu n'as pas la main sur le passé, tu n'as pas la main sur la blessure. Donc se concentrer sur ce sur quoi on a la main, est-ce que c'est pas comme ça aussi qu'on va trouver les gestes, qu'on va trouver les échos des autres qui vont être nécessaires? C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai mes parents, ils sont un peu vieux, 94 et 92 ans, donc voilà, c'est un peu compliqué, ils sont à la fin de vie, etc. Et je disais à ma mère, maman, on n'est pas responsable de ce qui va se passer. Papa, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, il va partir. On n'est pas responsable de ça. On n'y peut rien. Ne cherche pas à le retenir, etc. Laisse-le maintenant vivre. Mais donne-lui une vie merveilleuse. Donne-lui les plus belles années de sa vie, les plus beaux moments de sa vie.
C'est ça aussi l'optimisme, c'est de changer le regard sur quelque chose qui va arriver, de désagréable. Comment on gère quand on n'a pas la main, justement, pour aller chercher cette force? Tu vois, tu as été au niveau de compétition, tu n'as pas la main sur plein de paramètres, et pourtant, il faut aller chercher. Moi, j'aurais plutôt parlé de motivation que d'optimisme, mais si tu es là pour parler d'optimisme, j'imagine qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Comment on va chercher cette motivation nécessaire à prendre sa vie en main? Je disais, c'est toujours se fixer des objectifs de réussite, parce qu'on est dans un métier qui était le mien, qui était footballeur, où on est jugé que sur la réussite des uns et des autres, et la réussite du club, de son équipe. Et des fois, on ne maîtrise pas certaines choses, mais pour les maîtriser dans mon ex-métier, c'est d'être confronté aux autres. Voilà. C'est à un moment, il faut se dire... ouais, ben, le mec que je rencontre en face, il n'est pas plus bon, pas meilleur que moi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a franchi un gap à un moment au Paris Saint-Germain, c'est qu'on est arrivé, donc on est en 92, on jouait déjà des Coupes d'Europe, mais pas insuffisamment et pas avec assez d'intensité. Et le fait de rencontrer des équipes comme Barcelone, le Real Madrid, de se confronter à eux, de se dire putain, mais on arrive à les gagner, quoi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. Mais c'est des choses que tu ne pouvais peut-être pas atteindre, parce que moi j'étais admiratif du Milan AC, vous n'avez pas connu pour les plus jeunes, mais pour les anciens, du Milan AC, qui était une énorme équipe avec des Van Basten, Gullit et tout ça. Mais de loin, on se disait, ces mecs sont inatteignables, tu vois. Donc, voilà. Mais à la sortie, on les a rencontrés. Bon, on a perdu. Mais on les a perturbés, on les a mis en difficulté. Et c'est là où tu prends conscience que tu dis, putain, mais tu peux y arriver, quoi. Je veux dire, t'es pas plus bête qu'un autre, t'es pas plus mauvais qu'un autre. Et c'est à ça qu'on se raccroche. Voilà. Il y a cette idée d'être dans l'action et d'y aller, en fait. Le footeux, c'est dans l'action, quoi. Les paroles ne servent à rien. Faire des conférences de presse, dire on va y arriver, on va y arriver. À un moment, il faut mettre un coup de pied au cul et y aller. Ça, c'est clair, oui. C'est important ce que dit Alain, c'est-à-dire qu'à compétence égale, c'est sûr que si tu es vraiment plus. Moi, je joue en honneur, toi. Honneur, quand tu rencontres une équipe de 3e div, t'es mort, quoi. Même quand tu y crois, parce que la compétence n'est pas égale. Mais à compétence égale, c'est le mindset qui va faire la différence. Mais même, on voit parfois en équipe de France, des clubs amateurs qui montent. Parce que on le voit en Coupe de France. Bon, alors, ça se joue souvent maintenant sur un match. Avant, c'était deux matchs, donc les équipes les plus fortes gagnent. Mais on se rend compte maintenant, d'abord, les équipes amateurs s'entraînent tous les jours. Des entraîneurs super compétents, diplômés. Ben, les joueurs sont surmotivés, l'équipe pro un peu moins. Mais la différence sur une saison, on la verra. Mais sur un match, tout peut arriver. Voilà, donc c'est le mindset qui va faire la différence sur un match. Après, sur une compétition, c'est impossible. Sur la durée, c'est impossible. Oui. Quand tu parles de ces petites équipes qui vont se galvaniser, c'est le public, c'est entre eux, etc. J'aimerais savoir si finalement l'optimisme, il n'y a pas quelque chose de contagieux. Si tout le monde est optimiste autour de toi, est-ce que tu ne vas pas petit à petit, même si c'était contre ta volonté, prendre un peu d'optimisme quand même au passage? Et du coup, la question pour les optimistes, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir rayonner en dehors d'eux-mêmes, en dehors de leurs proches, rayonner sur le monde? Alors après, dans une équipe... les sports individuels, c'est extrêmement difficile. C'est mon métier, des sports à part, mais il te faut des leaders. C'est des leaders techniques, des leaders de vestiaire, des leaders d'optimisme aussi. Voilà, donc, pas les mêmes. Qui doutent. Ah ben non, bien sûr. Mais c'est ce qui fait le charme d'une équipe, c'est que c'est un melting pot de différents états d'esprit. Et donc ces mecs-là t'amènent avec eux, t'encouragent, t'accompagnent, même s'ils sont moins bons, mais ils sont toujours positifs dans leur déclaration et dans leurs paroles. Mais je donne un dernier exemple parce que je sais qu'il y a vous allez avoir boire le champagne et tout ça. Mais la journée est longue, mais juste un dernier exemple de ce que j'ai vécu. Il y a une année, en 96, l'année où on gagne la Coupe d'Europe, on est premier à la trêve, donc au mois de décembre. On est engagé pour la Coupe de France, engagé pour la Coupe de la Ligue, engagé pour la Coupe d'Europe. On a 5 points d'avance à la trêve. On se retrouve milieu mai avec Auxerre qui est devant nous, qui a pris les devants et qui va gagner le championnat. On est éliminé de la Coupe de France, on est éliminé de la Coupe de la Ligue, il ne nous reste que la Coupe d'Europe. Là, on se dit, on a 4 compétitions, on n'est plus en lice que dans une. Dans le vestiaire, vous imaginez bien, quand vous perdez tout d'un coup, l'ambiance, elle est totalement morose. L'entraîneur s'énerve, ce qui est normal. Nous, on ne s'énerve pas l'entraîneur parce qu'il faut toujours des coupables. Hein. Donc, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Mais avant cette finale, elle était décidée par Michel Denisot, et ce qui était plutôt pas mal, de partir une semaine en stage. Donc, la finale se passait en Belgique, et nous, on est partis en stage à Hendaye. Et le deuxième jour, arrive Yannick Noah, qui vient de gagner la Coupe Davis avec l'équipe de France. Bon, moi, je connaissais Yannick parce qu'on n'habitait pas très loin, mais je le vois débarquer là, il m'avait rien dit. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, écoute, Michel Denisot m'a appelé pour venir avec vous, vous accompagner, tout ça. Oh, je vous raconte pas ce qui s'est passé pendant 5 jours, on n'a pas fait la fête non plus. Hein,
Mais le fait de se retrouver avec un mec qui a des vibrations différentes, qui n'est pas du même milieu, mais qui est un sportif quand même, qui a gagné, qui est une valeur d'exemple pour nous, et surtout qui fédère, peut-être il nous a amené des ondes extrêmement positives, d'optimisme. On s'est mis en cercle sur la page d'Andai à faire de la méditation, on se regardait, on dit putain, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas que ça. Bien sûr, il y a la tactique, il y avait les joueurs après, parce qu'on a gagné 1-0 le match, voilà, on a gagné la Coupe d'Europe. Mais l'air de rien, il est arrivé au bon moment. Voilà. Et c'est souvent ça qui peut faire à un moment la différence. Voilà. Tu parlais de leader, ben, à un moment, il y a un mec qui est arrivé qui nous a amené un truc. Voilà. Alors que nous, on n'y arrivait plus. Nous, on n'y arrivait plus. Voilà. On était en pleine déchéance. C'est étonnant ce que tu dis. Enfin, c'est pas étonnant, mais ça me rappelle quelque chose, si tu veux, parce que, en fait, l'optimisme ou la méditation ou le sport d'endurance, tout ça, etc., ça active des hormones qu'on appelle la dose de dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. C'est assez étonnant. Et le fait qu'il vous fasse méditer, ça a activé la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Et derrière, ça vous donnait des ondes positives et des ondes envie d'y aller, quoi. Envie de se dépasser. Après, on verra bien le résultat, mais on a envie tout d'un coup. Tout d'un coup, le projet, le pourquoi, il devient important. Et c'est ça l'optimisme, en fait. C'est toujours se dire, demain, je peux le faire, quoi, en fait. Mais, parfois, ça ne va pas le faire, hein. Et c'est là de se dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai vécu un truc fabuleux. Maintenant, demain, ça peut le faire. En fait, la différence entre un pessimiste et un optimiste, l'optimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer. Et l'optimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui sait que ça va bien se passer. C'est complètement différent. Et un gars comme Noah, tu as vu quand il entraînait l'équipe Davis de l'équipe de France, on sentait bien qu'il y avait une marque d'enthousiasme, de positif, d'optimisme là-dedans, et que les gars n'étaient pas plus forts que les autres, mais ils gagnaient. Mais il est fait monter au cocotier. C'est ça, voilà. Au cocotier, pardon. Aux arbres aussi. On peut le dire aussi. Hein. Messieurs, pour conclure, je vais prendre un pari, celui que vous êtes joueur. Alors toi, c'est sûr, tu étais joueur international. Mais du coup, je vais vous demander de vous projeter. Vous êtes dans le vestiaire. Avant de rentrer sur le terrain, un match décisif. Là, vous avez toute votre équipe qu'il va falloir galvaniser. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'on parte tous gagner le match et qu'on finisse au champagne? Vous n'étiez pas prévenu d'aucune des questions, donc débrouillez-vous avec ça. Rappelle-toi cette bonne odeur d'huile de camphre. Pense à la tactique. Non, je crois que d'abord, quand les gens sont là devant vous, c'est qu'ils sont prêts à aller au combat. Voilà, ils sont prêts. Donc, ayez confiance en vous, conscience de vos qualités. Sachez qu'il y a votre partenaire qui sera là pour vous aider quand ça ira pas. C'est tout. C'est une question de solidarité. Il y a les mecs qui vont entrer sur le terrain, ils savent très bien qu'ils ont le potentiel pour gagner. Maintenant, il faut qu'ils le fassent ensemble. C'est ça le plus dur, c'est les faire jouer ensemble. Donc, et des fois, c'est pas toujours le cas. Il y a plus d'individualité, voilà. Mais c'est ça, conscient de ses qualités. Voilà. Je n'ai pas été entraîneur de foot, malheureusement. J'ai été chef d'entreprise. Et la première idée, c'est peut-être de leur dire, je ne sais pas si ça marcherait, Alain. Hein, tu peux leur parler directement, ils sont là, ils t'écoutent, ils te regardent. Ils t'écoutent, c'est rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait tous ces efforts. Rappelez-vous pourquoi on gagne aujourd'hui. C'est ce que je leur dirais. Eh ben bravo, on fait une ellipse. Merci. On fait une ellipse, on a gagné le match. Champagne. Merci messieurs. Merci à vous. Merci.